C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de circuits parallèles que de critères précis établis pour juger justement de la compétence de la personne, hein, de l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir éclairé cette lanterne-là, parce que beaucoup de Congolais voudraient savoir justement comment lutter contre cette inégalité sociale et régionale. Et vous êtes parti encore plus loin avec donc en anticipant sur comment redynamiser par exemple le secteur de l'éducation, de la santé et des infrastructures. C'était la question qui venait après. Et après, si vous pouvez, si je pense que vous pouvez peut-être rebondir encore une fois, comment comptez-vous redynamiser le secteur de l'éducation? C'est très important pour moi et je pense pour les Congolais aussi, le secteur de l'éducation. On doit être en mesure de former, d'être compétitif sur le marché régional, tout simplement parce que la technologie, elle avance à une vitesse grand V. Et pour pouvoir être compétitif, on doit avoir des cerveaux. Comment vous, à votre, selon votre, là on parle encore de votre vision, on n'est pas encore rentré véritablement en détail sur d'autres points stratégiques, mais votre vision pour redynamiser le secteur de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Alors, pour commencer, en ce qui concerne la santé, j'accorde un grand prix euh, au secteur de la santé. Vous savez, la déclaration d'Abuja de 2000 avait exigé à tous les États africains signataires de cette déclaration d'accorder 15% de leur budget au ministère de la Santé, à la santé. Déjà, il faut dire que moi, je suis très mal à l'aise, il faut le dire comme ça, de voir dans un pays de 6 millions d'habitants, vous avez un ministère de la Santé, vous avez un ministère des Affaires sociales et l'action humanitaire, non. Je pense que lorsque nous allons réduire le nombre de ministres, le ministère de la Santé sera fusionné avec le ministère des Affaires sociales pour ne constituer qu'un seul ministère, donc le ministère de la Santé, de l'action humanitaire, de la Santé, des Affaires sociales, de l'action humanitaire. Je pense que, très honnêtement, nous avons dit qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de perdre un parent parce que ce dernier n'a pas pu payer une consultation. Ce qui se passe dans nos hôpitaux aujourd'hui, c'est que lorsque une personne arrive à l'hôpital, cette personne n'est pas prise en charge et il faut d'abord exiger le paiement de la consultation au niveau du triage et la personne reste là et parfois la personne succombe. Nous avons dit parmi les mesures, nous allons donc instaurer la gratuité des urgences avec la carte de santé où chaque Congolais aura un numéro matricule, ce qui va permettre à ce que, effectivement, une fois que la personne arrive, la personne est prise en charge. Nous allons mettre un accent particulier sur les infrastructures sanitaires, notamment les plateaux techniques. Aujourd'hui, force est de constater que, d'ailleurs vous avez vu vous-même, mon frère Joe Washington Ebina avait publié une photo d'un ancien présentateur d'une émission télévisée dans les années 80, et vous avez vu comment cette personne, quel était l'état de l'hôpital. C'était pitoyable. Exactement, c'était dans le noir en plus, c'était pas évident, vraiment Alors, catastrophique. ah oui, aujourd'hui, les hôpitaux n'ont pas une indépendance énergétique. C'est-à-dire que nous allons prôner l'énergie propre, notamment le solaire. Vous savez, le Congo a un taux d'ensoleillement au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire que le pays passe par l'équateur. Donc, s'il faut développer aujourd'hui des, de l'énergie solaire, c'est très facile aujourd'hui d'avoir de l'énergie solaire, d'avoir des parcs éoliens, etc. Donc, dans la rénovation des infrastructures sanitaires, nous allons prévoir ce qu'on appelle une indépendance énergétique par établissement sanitaire, par hôpital. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous ai dit, je suis peiné que cette émission se passe de cette façon, parce que pour moi, je me dis, lorsqu'on est candidat à une élection, on veut parler aux Congolais, il est toujours important de laisser sa face à découvert. Il faut que les Congolais sachent qui parle avec nous. Nous l'avons fait la semaine passée dans le live
de mon frère Lévan Valentin, et il était prévu qu'on le fasse aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que je vous parle, je suis dans l'eau noire, parce qu'il n'y a pas d'électricité. J'étais au bureau, c'est la même chose. J'ai couru à la maison espérant que je vais trouver le courant ici. Il n'y a pas d'électricité. Mais pire encore, il y a un générateur qui est là, un groupe électrogène. Mais ce groupe électrogène ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carburant. Ça fait aujourd'hui près de 2 semaines où vous allez voir des stations-service sont pris d'assaut, des longues queues pour attendre à ce que vous soyez servi. Donc, on n'a pas de gasoil, on n'a pas de carburant, il n'y a pas d'électricité. Vous comprenez que aujourd'hui, il y a ces personnes de ces familles qui sont en train de perdre des membres de leur famille. Parce que votre canal 242, en pleine opération, prenons le cas du CHU de Brazzaville, en pleine opération, Oui. il y a coupure d'électricité. Et pendant qu'il y a coupure d'électricité, le groupe électrogène n'a pas de carburant. Parce que dans le pays, il n'y a pas de carburant. Est-ce que vous imaginez la suite? Donc, nous sommes en train de perdre des Congolais parce que pendant 50 ans, on n'a pas su créer les conditions d'une stabilité énergétique dans un pays qui regorge énormément de ressources. C'est incroyable. C'est-à-dire que si vous expliquez à quelqu'un, à un Asiatique qu'au Congo, nous avons les problèmes d'électricité, mais quand je suis allé dernièrement lors de l'Assemblée générale de l'International libéral, j'ai discuté avec des amis taïwanais, chinois, etc. Mais quand vous leur parlez tant soit peu des réalités du Congo, mais les gars sont étonnés parce qu'ils se disent, mais comment est-ce possible? Un petit pays avec autant de ressources, mais on est incapable de créer le strict minimum pour la population. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui meurent pour donner vie. Une femme qui subit une césarienne, le courant, coupure d'électricité, pas de groupe électrogène, on est dans le noir total, on va chercher des torches de gauche à droite, et il peut avoir une erreur d'inattention, pouf, vous perdez une femme qui donne vie. Donc nous allons mettre un accent particulier sur la réhabilitation des infrastructures sanitaires, avec la capacité d'autonomisation énergétique. Nous avons déjà pris attache avec une société suisse qui est spécialiste en termes d'énergie solaire. Au-delà de ça, nous allons renforcer les plateaux techniques parce que ce que nous voyons, c'est précaire, c'est inadmissible pour un pays qui regorge autant de ressources. Donc, réhabiliter les hôpitaux, en construire d'autres et aussi équiper ces hôpitaux et enfin mettre en place un véritable système sanitaire. Nous ne sommes que 6 millions avec plusieurs étrangers. On ne connaît même pas le nombre des Congolais puisque le dernier recensement n'arrive pas à nous donner les chiffres exacts. On va aborder ce point-là tout à l'heure. Et donc, nous allons mettre la santé des Congolais au cœur de notre vision, au cœur de notre programme, au cœur de notre gouvernance, pour que l'humiliation que le peuple subit aujourd'hui s'arrête. Et une fois que nous avons fait ceci, nous allons repartir vers la gratuité de la césarienne. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la gratuité des urgences. Quand quelqu'un arrive, vous vous occupez de la personne, au lieu de lui poser la question, tes parents sont où? L'argent comment est-ce qu'on appelle ça? De la consultation est où? Non. C'est pitoyable ce que nous vivons dans nos hôpitaux aujourd'hui. Et nous constatons aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 10 mètres à Brazzaville, 15 mètres à Brazzaville sans une veillée. Mais c'est parce que les Congolais sont en train de mourir comme des cobayes, parce qu'il n'y a pas de conditions. Et donc, ça c'est sur le plan sanitaire. Sur le plan éducatif, ce qu'il faut dire, c'est que nous constatons aujourd'hui, il y a inadéquation entre la formation et le monde de l'emploi. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un véritable écart et il faut réadapter nos programmes. Les programmes que nous utilisons des années 60 ne correspondent plus aujourd'hui. Quelqu'un va commencer du CP1, il commence BPC, Bac, série D, Bac D. À la fin, la personne ne connaît rien. Bac D, il te regarde avec des gros yeux. Oui, j'ai un Bac D. Après, la suite, c'est quoi? On ne connaît pas. Donc, nous allons
réadapter les programmes. Il faut que les programmes tiennent compte de la réalité du monde de l'emploi aujourd'hui. Il faut s'orienter vers les métiers du 21e siècle, mettre un accent particulier sur les écoles du numérique, les écoles informatiques. Aujourd'hui, aucune école publique, aucune université publique ne forme en informatique. C'est des bricolages avec des instituts privés, véritable bricolage. Les gens sont obligés d'aller étudier à l'extérieur parce qu'il n'y a pas une école d'élite, il n'y a pas une école de pointe. Nous avons prévu de mettre en place une école d'élite. Il faut qu'il y ait une élite congolaise. Il n'y a pas d'élite aujourd'hui. Dans aucun secteur où nous sommes une référence. Même dans la santé, l'INSA qui était hier, quand même réputé être aujourd'hui, les concours sont vendus comme des morceaux de pain. Les gens qui arrivent jusqu'à la 3e année à l'INSA, ils ne connaissent même pas faire une perfusion. Donc nous avons atteint le fond. D'ailleurs, le professeur Bileko l'a dit. Il y a des gens qui ont le concours de le Cabo, mais qui ne connaissent pas écrire son nom. Et ces gens-là, ce sont des infirmiers, ce sont des sages-femmes. Donc, il faut mettre un accent particulier sur la rigueur. Nous créerons une école d'élite dans tous les domaines. Et là, ça sera filtré, des concours sous haute surveillance pour éviter même qu'il y ait un grain de sable. Il faudrait mettre... Non, mais très honnêtement. Non, mais c'est sérieux, c'est intéressant, c'est très intéressant. Allez-y, continuez. Et donc, une fois que nous avons des écoles d'élite, regardez encore un autre phénomène. Une personne qui finit ses études, il a une licence, je prends un exemple comme ça, en pétrochimie, et il veut postuler par exemple chez Total, et dans l'offre d'emploi, on exige 5 ans d'expérience. Mais de qui se moque-t-on? Donc, une personne qui a terminé ses études, comment vous exigez à cette personne 5 ans d'expérience? Mais pour que la personne ait de l'expérience, la personne doit exercer. Donc, à ce niveau-là, l'État va, dans une certaine mesure, contraindre à des sociétés dans les domaines spécifiques de faire ce qu'on appelle l'alternance. D'accord. Pendant que les enfants sont à l'école, à un moment donné, ils vont au travail, ils s'acclimatent avec le monde professionnel. De l'autre côté, ils repartent à l'école avec un équilibre bien calibré, et ça va permettre à ce que, une fois que ces enfants finissent, ils ont leur diplôme en poche, ils ont déjà un pied dans le monde professionnel. Ça, c'est très important pour couper un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous mettrons en place, voilà, des écoles de pointe. Nous envisageons, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons 2 milliards de réserves, 2 milliards de barils de réserves d'hydrocarbures. Ça veut dire que c'est une production à peu près, nous sommes encore sur 30 ans avec le pétrole, avec la production actuelle. Mais au-delà de ça, il y a d'autres réserves qui n'ont pas encore été découvertes. Parce que lorsque vous rentrez dans le fond, vous constatez que il y a encore des champs qui restent à explorer. Vous avez par exemple, si vous prenez le cas de Wingwa, dans le département du Kwilu à Bangakayo, où j'ai travaillé. Hier, nous étions à 20 000 barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on parle de 60 et quelques mille barils. Et demain, on envisage d'ici 2026-27, 80 à 100 000 barils le jour. Vous comprenez que, ce soit en off ou en onshore, nous avons des réserves à découvrir et nous avons encore du potentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous avions 2 milliards de barils de réserves. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut créer une école de pointe dans le domaine du pétrole. Il faut une grande école du pétrole parce que on sous-entend que c'est une ressource qui peut encore nous servir sur 50 ans. Mais le problème du Congo, c'est l'expertise. Il n'y a pas d'expertise. Donc, ce que font Total, ces grandes multinationales, ceux qui ont l'expertise, ceux qui vous dictent les chiffres, vous n'avez pas l'expertise de contredire ce qu'ils vous disent. Vous n'avez pas l'élite capable de dire que non, là, c'est pas ça. Vous n'avez pas le matériel, vous n'avez pas les hommes, vous n'avez rien du tout. Donc, si Total vous dit, je produis 60 000 barils le jour, vous acceptez les yeux fermés. Parce que pour vous, c'est ça. Le blanc a parlé, c'est bon. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le pétrole a été découvert depuis 72. On n'a pas pu avoir des ingénieurs dignes de ce nom. Et quand vous prenez la CNPC, c'est une caisse de résonance. Une compagnie familiale, une compagnie tribale, une compagnie qui est une véritable boîte noire. C'est-à-dire que le malheur du Congo, c'est la CNPC. C'est en quelque sorte
en gros, le réservoir de la corruption au Congo. C'est une société qui baigne dans des antivaleurs hors du commun. C'est-à-dire que c'est une gestion archaïque de la chose publique. C'est-à-dire qu'on prend le pétrole congolais comme si c'était un bien privé. C'est un héritage qu'on a reçu des aïeux. C'est un héritage qu'on a reçu des parents. Et donc, le pétrole, c'est pour nous. Voilà, c'est pas pour les autres. Mais c'est incroyable. Et donc, nous allons refonder, mettre en place une école d'élite, une grande école du pétrole, réadapter les programmes scolaires et surtout construire les infrastructures scolaires. J'ai été peiné, je l'ai dit, dans ma voiture. Je quitte Dolisie pour Pointe-Noire sous la pluie. Entre Tikanou et un village là, Djamoufouana, je sais pas quoi. Mais c'est Douniamba, mais c'est incroyable. Des enfants de l'école primaire qui ont l'âge de mon premier fils, 8 ans, en train de parcourir 14 km à pied sur la nationale, en pleine pluie. D'abord, c'est dangereux parce que c'est une voie qui n'est pas protégée. Il n'y a pas un espace prévu pour les piétons. Donc, les enfants sont en train de longer la chaussée. Et au-delà de ça, il pleut et donc ils parcourent 14 km aller, 14 km retour pour trouver une école. Est-ce que nous avons des dirigeants sérieux dans ce pays? Et vous allez voir les esclaves du PCT venir dire, non, en 2026, Denis Sassou Nguesso, c'est lui. Mais est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il n'y a pas, on n'a pas remplacé le cerveau d'un animal mais c'est pas croyable ça. Est-ce qu'on peut imaginer que le Congo, un pays forestier, dans les départements comme le Niari, où le bois est partout, mais vous avez des enfants qui étudient à même le sol. Est-ce qu'on peut être aussi cruel jusqu'à ce point? Et donc, c'est le travail que nous allons faire. Construire des infrastructures scolaires. Pour créer, tout à l'heure, nous avons parlé des égalités sociales. Il faut qu'il y ait l'équité. On ne peut pas concevoir que à Oyo, les enfants étudient dans les bonnes conditions et à Mungundu Sud, là-bas, les enfants sont assis à même le sol. Mais c'est pas vrai, ça. Et donc, ce sont des réformes que nous allons apporter sur le plan éducatif pour redonner de la dignité à l'enfant congolais. Franchement, j'étais en train de parler dans le vide et j'avais pas activé le micro. C'était très touchant et beaucoup de vérité, beaucoup de réalité qui ont été abordées dans cette question. Du coup, Destin Gavé, concrètement, que pensez-vous faire pour ces jeunes-là une fois que vous arrivez vraiment en une phrase? Tout à l'heure, j'ai dit, il faut rendre la dignité à l'enfant congolais. On va rendre la dignité à l'enfant congolais. Aux jeunes congolais. Ouais, ça, c'est quand même intéressant. À l'étudiant congolais. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, Canal 242, oh là là, il suffit de faire un tour à Maringouabi. Tu lis la détresse dans les yeux de nos enfants. Parce que il n'y a aucune perspective. C'est-à-dire que il n'y a aucune lueur d'espoir. La jeunesse congolaise aujourd'hui est incapable de rivaliser en promptitude et en aptitude avec les autres jeunesses. Incapable. C'est-à-dire que la jeunesse congolaise est devenue en quelque sorte amorphe, tétanisée. C'est-à-dire que on les a, comment est-ce qu'on dit, quand on veut opérer une personne, c'est qu'on met là, c'est quoi pour c'est une anesthésie. Voilà. Ouais. C'est une jeunesse aujourd'hui qui Anesthésiée. est anesthésiée. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder un jeune, vous sentez que celui-là, il a perdu espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il faut redonner de l'espoir à la jeunesse congolaise. Il faut que la jeunesse congolaise puisse se rapproprier de son avenir, de son destin. Aujourd'hui, le destin de la jeunesse congolaise a été brisé. Brisé par des promesses vaines. Brisé par des discours creux. Et ça, la jeunesse doit se réveiller.
Comme disait le professeur Pascal Lissouba, j'aime bien le citer, ce n'est pas la communauté internationale qui viendra délivrer le Congo. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Et la jeunesse aujourd'hui qui représente plus de 70% de la population doit se réveiller, doit se battre pour son avenir, à l'image d'autres jeunesses qui se sont battues et aujourd'hui, ils ont eu une lueur d'espoir. Donc je pense qu'il faut redonner de la dignité aux jeunes Congolais parce que aujourd'hui, ils ont atteint un niveau d'humiliation incroyable. Vous avez un père de famille qui le matin n'arrive pas à regarder ses enfants. Incapable de regarder ses enfants. Pourtant, c'est quelqu'un qui a étudié. Mais parce que il n'y a aucune perspective, il n'y a pas de lueur d'espoir. Et vous voyez aujourd'hui, les enfants, les jeunes filles de 20 ans, 22 ans, être obligées d'aller se prostituer alors que ce sont des étudiantes qui ont quitté Divenier, qui ont quitté Tikapika, qui ont quitté Epena, qui ont quitté Enye, qui ont quitté Dongu, qui ont quitté Muyonzi, qui ont quitté Kakamweka, Yanga, chez le Premier ministre, qui sont arrivés ici à Brazzaville pour étudier. Non seulement ils n'ont pas de bourse, l'université est en grève, ces étudiantes-là vivent dans une précarité au campus, où il n'y a même pas là où faire les besoins. Mais si vous partez, les toilettes sont dans un état piteux, alors que ce campus-là, les dignitaires de ce pays sont passés par là-bas, incapables de réflexionner. Et ces enfants arrivés ici, abandonnés à eux-mêmes, ces jeunes filles sont obligées de faire de la prostitution, malheureusement. Exactement. Et c'est une triste réalité, celle-là, que les Congolais vivent, partout, dans l'étendue, sur l'étendue du territoire. Et c'est assez extraordinaire. Et c'est aussi important quand même que des responsables politiques rappellent ces réalités-là, parce que les Congolais le dénoncent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et on se sent entendu quand même parfois et compris quand ces phrases, ces mots reviennent à nos oreilles, tout simplement. On va passer à la question de la gouvernance électorale, d'accord. Enfin, c'est le sous-thème s'intitule Transparence et confiance dans le processus électoral. La première question que j'aimerais poser, c'est quel mécanisme préconisez-vous pour garantir une transparence totale dans l'organisation des élections présidentielles? Aujourd'hui, on sait que le fichier électoral est remis en cause par vous, membres des partis politiques et leaders de l'opposition. Alors, quelles sont les solutions ou alternatives que vous apportez sur la table? Alors, soit en discutant avec le gouvernement, ou soit en faisant pression, d'accord, en étant puissant, en se formant en coalition. Mais je pense qu'on verra tout ça dans d'autres questions. Mais comment vous arrivez aujourd'hui qu'est-ce que vous préconisez pour garantir une transparence totale dans l'organisation des élections présidentielles en République du Congo? Je voudrais ici m'adresser à mon futur adversaire, l'actuel président, dont les esclaves du PCT s'activent pour nous faire croire que au PCT est le seul à être candidat. J'aimerais rappeler au président de la République qu'entre 92 et 97, il s'était retrouvé dans la peau d'un opposant. Et un opposant très violent. Et ce dernier disait que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent l'accepter. Et aujourd'hui, c'est lui, dans tous les discours, qui met en avant le côté sacré de la paix. Il ne faut pas que les jeunes subissent l'histoire, la paix, et c'est ça. Ça devient en quelque sorte son bouclier pour dire que, attention, si vous faites gaffe, si vous ne faites pas gaffe, j'ai encore les capacités que j'avais hier. Vous-même, vous savez, demandez à vos parents, ils vous diront.
Parce qu'à tout moment, quand ils répètent la paix, ce qu'on a vécu, les nouvelles générations ne connaissent pas, demander. Et quand les jeunes repartent pour demander aux parents, les parents disent, ah, attention, faites attention, vous faites attention. Je pense que quand on se veut un pays démocratique, ou bien, j'inverse, quand on veut aller vers la démocratie, ou bien quand on chante qu'il y a la démocratie, mais la démocratie a des règles. C'est incroyable. Le Congo, c'est le seul pays au monde où il n'y a jamais de calendrier électoral. Nous sommes à une année de l'élection. La Commission nationale électorale indépendante n'a pas de calendrier. Non, mais j'ai étudié en RDC, non, mais quand même, on peut tout reprocher à ce pays, mais la CENI, que ce soit à l'époque de Corneille Nangaa, Malou Malou, la CENI avait toujours un programme électoral, un calendrier électoral. C'est-à-dire que tout est planifié. Même s'il peut y avoir un glissement sur une date, mais le calendrier était déterminé. On savait que après cette étape, nous allons passer à la révision des listes. Après la révision des listes, ça sera ceci. Au Congo, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est un État barbare. C'est-à-dire que ce sont des gens... Non, mais je manque les qualificatifs. Très honnêtement, parfois quand je reste calme et je réfléchis, je dis, mais est-ce que nous avons en face de nous des gens ou bien des monstres? Il n'y a aucune volonté. La seule volonté qu'on a, c'est la confiscation du pouvoir, coûte que coûte et par tous les moyens. Nous sommes en fin de mois de janvier. L'élection est censée se tenir en mars 2026. Donc nous sommes à peu près à 13 mois de l'élection. Il n'y a pas de calendrier électoral. Le ministère de l'Intérieur est muet. La Commission nationale électorale indépendante est muette. Le président de la République se frotte les mains. Le Parlement du rire, n'en parlons plus. Personne ne s'inquiète. Les acteurs politiques attendent la dernière minute pour sortir comme des tchakous. C'est incroyable. Donc, je pense que oui, nous avons un fichier électoral qui comporte aujourd'hui près de 500 000 électeurs fictifs. Parmi ces électeurs fictifs, nous avons des doublons. Quelqu'un peut se faire enrôler à Pointe-Noire, à Dolisie, à Muyonzi, à Sibiti, à Nkayi, à Oyo, à Owando, à Tikapika, à Mosaka, à Betou. Une seule personne peut se faire enrôler dans 15 centres d'enrôlement. Puisqu'il n'y a pas une informatisation, puisqu'il n'y a rien, c'est archaïque, c'est villageois, on est reparti au 3e siècle, c'est ça. Et donc, vous avez plusieurs doublons. Au-delà des doublons, vous avez ce qu'on appelle des morts. Quelqu'un qui est décédé en 2022, vous allez voir son nom sortir sur le fichier électoral en 2026. Donc, on est en face, je peux dire, des bébés. Nous avons des bébés à la tête de nos institutions. Des bébés. C'est-à-dire que des gens, c'est-à-dire que quand je vois même ma fille qui a je ne sais pas combien de mois là, c'est cette impression-là quoi. Des bébés. On ne connaît toujours rien, on ne sait toujours rien, on attend la dernière minute, on bricole, on bricole. Mais nous avons dit ceci. Cette fois-ci, nous sommes en train de préparer une activité sur les questions de gouvernance électorale. Nous allons mettre le pouvoir dos au mur. Sinon, il n'y aura pas des élections dans ce pays. Sinon, il n'y aura pas d'élections dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas accepter que chaque année, qu'on prenne des Congolais pour des cons.
Cette fois-ci, nous n'allons pas accepter ça. Nous créerons les conditions. Il faut que cette fois-ci, le calendrier électoral soit disponible. Sinon, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Parce qu'à un certain moment, il y a certains qui pensent qu'ils sont plus congolais que les autres. Ça, nous disons non. Personne n'a hérité le Congo de ses parents, de ses grands-parents, de ses aïeux. Non. Donc la question de la gouvernance électorale doit être au cœur de notre bataille pour 2025. Nous le disons ici. Sinon, nous allons prendre pour siège les chancelleries internationales, les ambassades. Les militants du MR vont envahir les ambassades. Je donnerai le mot d'ordre aux militants du MR d'envahir les ambassades parce que c'est eux qui encouragent la dictature dans ce pays. On ne peut pas concevoir qu'eux, ils prennent la démocratie chez eux et quand ils viennent ici, ils ferment les yeux parce qu'ils sont face des gens qui leur servent la soupe sur la table. Ça, nous disons non. 2025, pour nous, c'est une année où nous devons clarifier les choses. Nous devons clarifier les choses. Et la question de la gouvernance électorale doit être au cœur des débats. On ne peut plus nous embobiner, nous embrouiller. Ça, nous disons non. Les Congolais doivent se rassurer. Nous serons devant sur cette question de la gouvernance électorale. Il faut garantir une élection libre, équitable et transparente. Comme en 92, où le choix des Congolais sera respecté. Et tous ces opposants de facettes et de pacotilles, ceux qui sont au service du régime, ils nous croiseront sur leur chemin. Nous avons besoin aujourd'hui de créer les conditions d'une véritable élection. Et si ces conditions ne sont pas créées, il n'y aura pas d'élection. Parce qu'on ne peut pas à tout moment prendre les Congolais comme de la merde. Totalement. Mais quand vous dites qu'il n'y aura pas d'élection, c'est-à-dire que une fois que le mandat finalement il se termine en mars 2026, qu'est-ce qui se passe du coup? Pas d'élection, qu'est-ce qui se passe? Ben, mais ce que je veux dire ici, c'est que s'il n'y a pas d'élection, quand le mandat de Denis Sassou Nguesso est terminé, mais il va dégager. C'est comme ça. Il n'y a pas un autre discours. S'il n'y a pas eu d'élection, avec il dégage. Parce que nous n'allons pas accepter que les deux soient pipés d'avance. Et si nous avons ce même fichier électoral, cette même commission nationale électorale indépendante, ça veut tout simplement dire nous sommes en train de nous diriger vers une élection où les dés sont pipés d'avance. Et ça, nous n'allons pas accepter ça. Voilà pourquoi nous disons que nous allons, toute l'année 2025, exiger le calendrier électoral. Est-ce que vous aurez une échéance? Est-ce qu'il y aura une échéance, par exemple, un délai? Parce que toute l'année 2025, c'est jusqu'à décembre 2025. Est-ce que jusqu'à décembre 2025, vous allez exiger le calendrier électoral? Ou sinon, il y a un délai précis accordé au gouvernement pour publier le calendrier électoral avec les différentes pressions possibles qui ont été faites, qui auront été faites? Mais un calendrier électoral, ce doit être publié plusieurs mois en avance. Donc ça veut dire que c'est une bataille qui commence maintenant, puisqu'il y a des esclaves du PCT qui sont là en train de nous écouter. C'est le combat de la gouvernance électorale a déjà commencé, puisque nous sommes en train de parler de ça. Maintenant, en tant que parti politique qui a des instances, je ne veux pas ici m'engager dans une démarche solitaire, non. Le mouvement républicain est un parti organisé qui a des instances et nous discuterons au sein des instances
Et ce qui sortira de ces discussions sera rendu public. Donc, la démarche que nous allons adopter, le comportement que nous allons afficher sera déterminé par les instances du parti et relayé à la base. Parce que la base du MR aujourd'hui, elle est prête à toutes les éventualités. Une question pour vous relancer là-dessus, Destin. Alors, quels sont les critères que vous pouvez exiger de façon claire à la commission électorale indépendante en République du Congo? Mais je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un recensement général de la population et de l'habitat. Avant, on nous disait que ce qui empêchait qu'il y ait la mise en place de la biométrie, c'était le recensement. Mais étant donné que le recensement a eu lieu, nous sommes à une année de l'élection. Qu'est-ce qui empêche au gouvernement d'instaurer la biométrie? Ça, c'est un. Donc, on dira la biométrie 1. Une fois que la biométrie est instaurée, la biométrie, c'est une personne, une voix. C'est-à-dire, quand quelqu'un a déjà voté, il ne peut plus voter. Donc, ça met fin au doublon. Tout à l'heure, je vous ai pris le cas où quelqu'un s'est enregistré dans 15 centres d'enrôlement. Et le nom va sortir dans 15 bureaux de vote. Mais une fois que la biométrie est mise en place, ce mécanisme bloque de façon drastique les doublons. Le fichier électoral, il faut réactualiser le fichier électoral. Il faut écarter les morts. Et donc, ce que nous exigeons à la CENI, c'est la révision, sinon l'actualisation des listes électorales. Parce que ceux qui ont eu 18 ans aujourd'hui, hier, depuis l'élection de 2022, la dernière élection législative, ça nous fait 3 ans aujourd'hui. Donc celui qui avait 15 ans hier a 18 ans aujourd'hui. Donc cette personne doit voter. Donc il faudrait que le nom de cette personne, de ces jeunes assoiffés du changement aujourd'hui, se retrouve sur les listes électorales. Donc il faut une opération. Voilà pourquoi je parle ici de calendrier électoral. Vous avez le vote des Congolais de l'étranger, les Congolais de la diaspora. Le code électoral actuel, la loi électorale actuelle, prévoit que les Congolais de l'étranger doivent voter. Mais pourquoi ces Congolais ne votent pas? Pourquoi on prive aux Congolais de l'étranger le droit de vote? Donc, toutes ces questions-là doivent être mises. Pourquoi selon vous? Non, mais votre canal 242. Dites-nous. Non, mais sérieusement, parce que ce pouvoir sait que si les Congolais de l'étranger votent, mais ils vont avoir 1%, peut-être moins. C'est peut-être les agents des ambassades qui vont voter et leurs familles. Mais un vrai Congolais digne de ce nom, qui connaît la réalité de notre pays et la souffrance. D'ailleurs, c'est vous qui avez le poids. Parce que tous les mois, il faut faire des monogrammes, il faut faire des Western Union, etc. Et vous pensez qu'un Congolais sérieux peut voter un candidat de ce régime? Non. Donc eux, ils savent qu'une fois que c'est instauré, ce seront des chiffres prouvés exacts, réels. Parce que là-bas, la tricherie ne va pas voir le jour puisqu'on risquera de lyncher les gens là-bas. Et comme les tendances, si vous remarquez, dans tous les pays où les diasporas ont voté, les tendances ont toujours été favorables à l'opposition et ça crée souvent un climat, ça crée souvent, ça donne une image, ça reflète la réalité. Et souvent, les résultats, les répercussions se font ressentir sur le terrain. Donc, les Congolais de diaspora doivent voter. Ça, c'est écrit noir sur blanc sur la loi électorale et nous devons le faire savoir au gouvernement. Ils doivent prendre des dispositions d'enrôler les gens dans les chancelleries. Lorsqu'on va lancer ici au Congo l'opération de révision des listes électorales,
il faut aussi qu'on lance des opérations dans les chancelleries à l'extérieur pour que les Congolais s'enrôlent, pour qu'ils votent au moment venu. Il y a la question de la coupure d'Internet pendant les élections. D'accord. Il faudrait que le PCT se gêne un peu. Ça, c'est quel parti politique qui ne peut pas aller à une compétition au même pied d'égalité que les autres? Non seulement ils mettent l'argument de la force devant, non seulement ils comptent sur toute l'administration, parce qu'on voit les préfets se balader avec les mâles, avec des urnes dans les véhicules. Non seulement il y a l'achat des consciences, 2000 francs votés, 2000 francs votés. Non seulement il y a le bourrage des urnes. Non seulement il y a le tripatouillage des urnes. Non seulement il y a des menaces et des intimidations sur les représentants des opposants dans les bureaux de vote. Mais à cela, il faut ajouter la cerise sur le gâteau, on coupe Internet. Mais ils ont peur de quoi? Je n'ai jamais vu un parti aussi peureux que le PCT. Je n'ai jamais vu un parti aussi peureux que le PCT qui ne veut pas aller à une compétition égal à égal. Ils ont tout l'appareil de l'État avec eux. Mais ça ne suffit pas, ils coupent encore Internet. Mais ça, c'est quel parti politique qui ne peut pas, pour une fois, affronter les autres de façon normale, comme en 92, où ils ont été sèchement battus, dès le premier tour. Sévèrement correctionnés par Lissouba et Kolela, dès le premier tour, en 92. Un parti politique incapable de dire, bon, rien. Un parti politique incapable, bon, rien. Et ce sont eux que vous voyez dire, non, les opposants. Mais vous êtes des incompétents. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Parce que vous êtes incapables d'aller sur un terrain où vous êtes quitte. Fara. Parce que le PCT sait que si c'est Fara, mais ils vont sortir dans une élection avec 4%. Donc, nous voulons cette fois-ci une véritable élection. Pas de vol, pas de tricherie, pas de ceci, Fara. Corps à corps. Corps à corps. Ah oui. Exactement. J'ai repris quatre points pour résumer cette partie-là. Donc, il y a la biométrie que vous exigez, la mise à jour du fichier électoral, le vote des Congolais de la diaspora et pas de coupure d'Internet. Est-ce qu'il y en a un autre que vous voulez ajouter, par exemple? Oui, il faut que l'élection quitte sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est inacceptable. On ne peut pas avoir une commission électorale nationale indépendante. Le nom l'indique, indépendante. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui vient proclamer les résultats d'une élection. Est-ce que c'est sérieux? Lorsqu'on parle d'une commission électorale nationale indépendante, mais allons-y faire école en face en RDC. Allons faire école en face. On n'a jamais vu le ministère de l'Intérieur de la RDC gérer les questions électorales. C'est la CENI. Allons faire école en face, la traversant le fleuve, c'est 5 minutes. Allons apprendre c'est quoi une commission électorale nationale indépendante. Une commission électorale nationale indépendante doit jouir d'une autonomie fonctionnelle, économique et organisationnelle.
Et elle ne peut pas être sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Non! Elle doit gérer l'avant, le pendant et l'après-élection. Les opérations, le calendrier électoral, c'est cette commission-là qui doit nous publier le calendrier électoral. Justement, est-ce que vous êtes favorable à une implication internationale, par exemple, pour la supervision du processus électoral? Mais lesquels qui encouragent le régime de Denis Sassou Nguesso? C'est la communauté internationale. Complètement. Et donc, eux... Une ONG, par exemple. Oui, mais très honnêtement, je ne dirais pas qu'on a besoin d'une... Non, ça c'est comme si on était biberonté. Je pense quand on se veut être un État responsable, il faut s'assumer. On ne va pas aller ramasser une structure aussi indépendante qu'elle soit pour venir nous coacher, etc. Non, je pense que c'est un problème de volonté politique. Et c'est un problème de rapport de force. Le PCT a tellement habitué la classe politique à des pirouettes. Et donc, pour eux, c'est toujours la même chose. Chaque élection, on reprend les mêmes slogans, on reprend la même méthodologie et ça passe. Et comme nous avons des opposants qui sont dans une complicité, duplicité hors du commun, ils vont rester muets, ils vont rien dire, ils vont faire un semblant de discours, ils vont attendre, on va convoquer une concertation politique où chacun aura ses 1 million comme per diem, ça va permettre de payer 10 mois de loyer pour être calme, et puis c'est fini. Non, il faut que nous ayons de l'amour pour ce pays. C'est un problème de volonté politique. Je ne suis pas partisan d'aller prendre des institutions ailleurs pour venir superviser, etc. Parce que la communauté internationale, elle aussi, elle est complice. Cette communauté internationale sait très bien ce que les Congolais vivent au quotidien. Mais c'est eux qui viennent encore avec de l'aide publique au développement, alors que cet argent-là est détourné par les mêmes voleurs de la République. Je pense que c'est un problème de rapport de force. C'est un problème de corps à corps, du corps à corps. Je dis ici, je lance ici un appel à tous les militants et sympathisants du mouvement républicain, c'est du corps à corps. Il faut que nous activons le mode corps à corps. Marquage. Le marquage à la culotte, comme au football. Voilà. Très intéressant. Dans la surface de réparation, le président Denis Sassou Nguesso bouge, le président Destin Gavé est là. Il tacle. C'est ce qu'on appelle marquage. On tacle l'assassin. Parce qu'on ne peut pas cautionner. Non, ça ne peut pas passer toutes les fois. Mais c'est quoi ça? Nous ne sommes pas venus ici pour être des spectateurs d'un film hollywoodien. Il s'agit de l'avenir de 5 millions de Congolais parce que je pense que les 1 million là sont les étrangers. Puisqu'ils sont incapables de donner les vrais chiffres du recensement. Il faut que les Congolais se réveillent. Donc, nous avons la Commission nationale électorale indépendante qui doit sortir de la tutelle du ministère de l'Intérieur. Sinon, cette commission n'est plus indépendante. Changeons de nom. On va maintenant surnommer sa commission privée d'organisation des élections. Et une fois que ces conditions-là sont réunies, une fois que ces objectifs sont atteints, nous pouvons envisager d'avoir une élection crédible. Et je dis encore, je le répète, je sais qu'il y a des esclaves du PCT qui nous suivent. Ayez le courage d'aller dans une compétition sans poignard, sans fusil. Allons dans le tatami, égal à égal. C'est ce que je vous demande. Et quand même, cette fois-ci, essayez un peu. Essayez un peu de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Laissez un peu les pratiques du 3e siècle, vos pratiques. Non, cette fois-ci,
mesurez-vous avec les autres. Vous dites que vous êtes un parti fort, oui. Démontrez votre force, son tricherie, son achat de conscience, son la confiscation de l'État, son bourrage d'urne, son tripatouillage d'urne. Prouvez-nous ça. La seule fois que vous avez prouvé ça, vous avez été battu sévèrement. Et vous ne voulez plus revivre cela. Mais je puis vous rassurer que vous allez revivre ça. Voilà votre canal 242. Merci beaucoup pour cette intervention. Les Congolais de la diaspora et de partout sont en train d'écrire dans les commentaires. Hein, ils écrivent marquage à la culotte, Nzoto Nanzoto. Voilà, Nzoto Nanzoto. Ça va être c'est le slogan des militants et sympathisants du mouvement républicain qui veulent effectivement repartir à zéro, à armes égales et compétir avec le PCT lors des prochaines élections présidentielles. Je pense que c'est le souhait de tous les Congolais qu'il n'y ait pas de coups de feu, qu'il n'y ait pas de chars, de berdem ou d'hélicoptères qui sillonnent la ville de Brazzaville et surtout pas de coupure d'internet. Donc j'ai réactualisé donc les 5 points finalement. Donc pour passer à un autre sujet, donc ça va être la biométrie. Donc ce que vous exigez, c'est la biométrie, la mise à jour du fichier électoral. Le vote des Congolais de la diaspora, d'accord, pas de coupure d'internet, pas de coupure des réseaux, la refonte globale finalement de l'institution Commission nationale électorale nationale indépendante. Donc voilà ces 5 là. Vous avez compris, peuple congolais. Monsieur Destin Gavé, président du mouvement républicain, a parlé de pas mal de stratégies de fait pour faire plier, entre guillemets, le pouvoir et les contraindre à respecter ces 5 points-là afin de garantir une élection présidentielle libre, transparente et équitable pour tous. Je pense qu'on reviendra là-dessus parce qu'il y aura beaucoup de questions lorsqu'on va ouvrir le panel tout à l'heure. Là-dessus, on va prendre quelques questions indépendamment aussi de vos disponibilités. J'aimerais juste revenir sur un point, alors que j'aurais pu ou dû aborder avant d'aborder la question de la transparence et confiance dans le processus électoral. J'aurais voulu aborder la stratégie électorale et la déclaration de candidature. Donc, quand je dis ça, la première question là-dessus, c'est pourquoi, Destin Gavé, avoir choisi de vous déclarer candidat quasiment aussitôt? On va dire, aujourd'hui, vous êtes parmi les 3, voire les 2 premières personnes qui ont décidé de se déclarer candidat, d'accord, à l'avance. Alors, je sais que dans d'autres institutions, d'autres pays, il y en a qui le déclarent bien avant, 2, 3 ans, 4 ans avant, pour certains. Mais pourquoi vous avez choisi de le faire alors qu'on voit ici quand même une certaine timidité? Oui, c'est le premier effectivement à se déclarer. On voit une grande timidité au niveau de l'opposition. Très peu de personnes veulent se présenter ou sont transparentes avec leur candidature. Donc c'est un jeu un peu au cache-cache. On ne sait pas qui sera candidat, qui ne le sera pas. Donc déjà, pourquoi vous avez choisi de le faire et quelle est l'importance justement de l'avoir fait un tout petit peu plus tôt que les autres? Alors, votre canal 242, il faut remettre les choses dans le contexte. Très bien. Je ne me suis pas déclaré candidat. Ça, c'est un point important qu'il faut souligner pour qu'il n'y ait pas de confusion et d'ambiguïté. Le mouvement républicain a tenu son premier congrès ordinaire les 19 et 20 décembre 2024 à Brazzaville. Le but du congrès, c'était de renouveler les instances avec notamment l'élection du président du parti. Et parmi les points inscrits à l'ordre du jour, il y avait donc la question de se prononcer sur l'élection présidentielle de 2026. Et comme vous savez, le congrès dans un parti politique, c'est l'instance suprême. Le congrès est souverain.
une fois que la confiance a été renouvelée au président du parti, à 98% et poussière, il était question de se prononcer sur la question de la présidentielle. Il y a eu des débats francs et constructifs. À l'issue de ces débats, les congressistes ont décidé à l'unanimité d'investir le nouveau président du parti comme candidat du parti à la future élection présidentielle. Dans ce cas, il y a deux scénarios. Certes, le Congrès est souverain, mais le Congrès n'a pas la capacité de prendre la décision en lieu et place de celui qui a été désigné. C'est-à-dire, le Congrès a désigné son candidat. Il y a deux scénarios. Soit le candidat dit non, je ne veux pas, je ne suis pas prêt, je n'ai pas envie d'y aller. À ce niveau-là, le Congrès redéfinit sa stratégie et se prononce autrement. Ou bien, celui qui a été désigné accepte et la décision est actée. Donc, en ce qui concerne le mouvement républicain, une fois que les congressistes ont décidé de faire de moi candidat à la future élection, la parole me revenait pour acter ou décliner. Mais étant donné que le niveau d'urgence de notre pays, ne pas aller serait synonyme de celui-là qui n'a pas porté assistance à un peuple en danger. Non-assistance à un peuple en danger. Le devoir républicain m'a donc conduit à prendre acte et à accepter. Donc, en conclusion, c'est le mouvement républicain qui a choisi son candidat et non Destin Gavet s'est déclaré candidat. C'est cette nuance-là que je voulais établir. Au-delà de ça, pourquoi le mouvement républicain a vite désigné son candidat? Non, je ne dirais pas vite. D'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que sous d'autres cieux, vous pouvez avoir des acteurs politiques se déclarer candidats 3 ans avant, 24 mois avant. Je vous rappelle que le président Ousmane Sonko, président du PASTEF, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de février 2024 en juin 2022. Donc, ce qui lui laissait à peu près 20 mois. Or, nous l'avons déclaré en décembre, nous étions à peu près à 14 à 15 mois de la présidentielle. Mais une élection présidentielle, ce n'est pas de l'aventure. Votre canal 242. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas se réveiller un bon matin, on prend sa caméra, oui, je suis candidat. Être candidat demande de la préparation. Il faut avoir un programme. Je vois certains qui veulent être des candidats dire, non, il faut que je circule d'abord dans le pays, après je veux voir un peu ce qui se passe et à ce niveau-là, je veux proposer un programme aux Congolais. Mais est-ce qu'on est sérieux quand on dit des choses comme ça? Donc c'est à une année de l'élection que tu vas circuler tout le pays pour aller chercher ce qu'il faut, comment ça se passe. Donc on ne connaît pas les réalités du Congo, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc nous nous sommes déclarés candidats à 15 mois de l'élection, c'est pour commencer à exiger des choses pour que nous ayons une élection libre, équitable et transparente. Notamment, nous avons évoqué en long et en large ici la question de la gouvernance électorale. Ce n'est pas à 2 mois de l'élection que vous allez parler de la biométrie. Mais vous devez avoir une certaine légitimité pour parler d'un certain nombre de questions. Je suis candidat. Le MR a un candidat, le MR a le droit d'exiger des conditions crédibles pour une véritable élection. Maintenant, vous avez demandé pourquoi les gens ne se prononcent pas. Vous savez,
il faut parfois faire la différence entre l'agitation des réseaux sociaux, où certains petits esprits tribalistes pensent que c'est en se réveillant un bon matin comme ça, qu'on allume sa caméra, comme on a Internet gratuit, et on commence à dire des choses, et on commence à engager des personnes. Vous allez constater que les gens vont se prononcer de moins en moins. Pourquoi? Le système actuel est fragile. Même les opposants fabriqués, on se questionne, est-ce qu'il faut aller avec ces opposants fabriqués? Parce que même un opposant fabriqué peut créer une situation, et comme le peuple a soif du changement, ça peut créer l'embrasement, ça peut créer le déclic, ça peut créer le changement. Donc les gens qui ne se prononcent pas là, ils sont hésitants parce qu'ils n'ont pas l'ambition, parce qu'ils ne sont pas prêts. Et comme il y a des gens qui les poussent sur les réseaux sociaux, eux-mêmes ils n'ont pas cette ambition, ils sont obligés de jouer au jeu et de gagner en temps, et pour attendre la dernière minute pour dire non, je n'ai jamais dit que j'étais candidat, je ne suis pas candidat. Et là, on est en train de perdre le temps à des stratégies d'unification, d'unité de l'opposition. On va y arriver justement, on va aborder. D'une part. Oui. Donc, je pense que nous nous sommes prononcés, nous sommes un parti souverain, un parti indépendant qui jouit de son autonomie fonctionnelle et organisationnelle, un parti qui n'a pas besoin d'un calendrier quelconque pour se prononcer. Nous ne l'avons pas fait trop tôt, ni trop tard, mais nous l'avons fait au bon moment parce que ça nous laisse le temps, non seulement de vulgariser notre programme, le changement vers un Congo prospère, mais aussi d'exiger la transparence dans le processus électoral. Maintenant, les autres qui attendent la veille pour s'en prononcer, libre à eux, nous avançons. Nous pensons que l'heure est arrivée pour entamer des grandes manœuvres pour notre avenir. Voilà pourquoi nous nous sommes prononcés tôt. Oui. Finalement, donc il y a une question de légitimité et surtout une question de challenge aussi, finalement, qui vous a animé à vous prononcer. Hein. Donc, je dirais ici, le mouvement républicain s'y est pris tôt afin de pouvoir justement relever les challenges qu'il y a finalement, donc comme par exemple la question du fichier électoral. Exactement. Et du coup, donc ça donne une certaine bon, quand vous le dites, effectivement, je comprends, mais finalement ceux qui ne se prononcent pas, ne sont-ils pas légitimes à une élection présidentielle? Non, je n'ai pas dit que c'était pas légitime. J'ai dit que j'ai dit plutôt que c'est la peur du vide. La peur du vide et surtout peut-être le questionnement. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que... Parce que je vous le dis, Canal 242, honnêtement, pour s'engager à une élection présidentielle au Congo, si vous n'êtes pas tenu par le système, il faut regarder le pour et le contre. Hein. Complètement. Et quand vous êtes tenu par le système, vous devez attendre qu'on vous donne le feu vert, qu'on vous donne le top. Ah. Mais attendez, vous êtes tenu par le système. Donc vous allez vous réveiller un bon matin et puis organiser une conférence de presse pour dire que vous êtes candidat. Vous aurez l'argent de la caution où? Vous aurez l'argent de la campagne où? La main qui donne domine. Donc il faut que les... C'est une question de préparation finalement. Une question de préparation. Non, on dirait que... Non. Oui. Ce n'est même pas un problème de préparation. C'est un problème d'ambition. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas de conviction, ils sont téléguidés par le système. C'est ce que je veux dire. Ah, c'est plus clair là. Il y a des candidats qui sont tenus par le système, ils attendent que le système donne le top pour qu'ils se déclarent candidats. Le contexte de 2026 ne sera pas le contexte de 2021. Ça, il faut que les Congolais le sachent. Le contexte de 2026 ne sera pas le contexte de 2021.
Parce qu'aujourd'hui, la bouteille est pleine. La bouteille est pleine aujourd'hui. Donc, ça peut déborder à n'importe quel moment. Et donc, on ne va pas prendre des risques inutiles. Donc, le système, même pour positionner ses pions, le système réfléchit aujourd'hui. Ah, même le système. Donc, il y a des candidats eux-mêmes, enfin, les candidats qui ne sont pas soutenus par le système réfléchissent. Ceux qui sont soutenus par le système aussi réfléchissent finalement à comment se prononcer. C'est extraordinaire quand même parce que ça montre un peu moi je dirais pour moi c'est un manque de préparation. C'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce que une élection présidentielle, on connaît un peu entre guillemets, tout le monde savait qu'en 2026 il y a une élection présidentielle qui va arriver. Double réflexion. Honnêtement, Congo Fort, double réflexion. C'est-à-dire que ceux qui dépendent du système attendent le feu vert du système. Exactement. Et ceux qui ne dépendent pas du système, comme ils sont dans l'impréparation, ils attendent le coup de grâce. Finalement, on est dans un processus de réflexion qui n'a pas de fin, qui est sans fin et qui est... Voilà pourquoi ça ne sert à rien de réfléchir de gauche à droite. Il n'y aura pas un homme providentiel pour le Congo. Il n'y a qu'un Congolais qui va oser pour sortir ce pays. Je lance ici un appel à mes compatriotes. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas, vous n'aurez pas quelqu'un qui va descendre du ciel à l'image d'un Élie, je ne sais, d'un Moïse. Il n'y en aura pas. Concentrez-vous sur ce qui existe. Ceux qui osent, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui veulent que les choses bougent. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis le seul, mais je dis nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui. Il est temps de se resserrer. Il est temps de prendre des initiatives. Il est temps de s'engager à temps pour ne pas attendre que nous soyons à la veille et on va réfléchir en tâtonnant. Ne suivez pas des gens qui vont vous dire un tel sera candidat. Il y a des gens qui ne peuvent pas être candidats dans ce pays. Il faut qu'on vous le dise. Là, vous parlez de qui, par exemple? Moi, ça m'intéresse. Ah non, mais je suis pas là à citer les noms. Je dis juste que il y a des gens qui ne peuvent pas être candidats dans ce pays. Non seulement ils ont peur. Pour quelle raison? Ah oui, mais je développe. Ils ne peuvent pas être candidats. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre un certain nombre de privilèges. Moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai aucun privilège à préserver. Je suis une sardine sans tête. Depuis 2017, je suis dans ce combat. Je n'ai jamais fait marche arrière. J'avance. Il y a des gens qui pouvaient crier du matin au soir sur les réseaux sociaux, pouvaient faire des lives du matin au soir. Vous ne verrez jamais ces gens candidats. Jamais je mettrai ma main au feu. Parce que ces gens ont peur de perdre des privilèges. Pour certains, ils sont tenus. Ils sont tenus par le système. Ce qui est intéressant, M. Gavé, c'est que vous connaissez... Donc, évitons de la masturbation intellectuelle, évitons de l'agitation inutile sur les réseaux. Épargnez-nous de vos conneries et de vos bêtises, parce que même vous-même, vous savez que ces gens-là ne pourront jamais aller, n'iront nulle part. Nulle part. Et ces gens-là savent que tous ceux qui ont osé, après avoir mangé avec le système, ils connaissent leur sort. Vous croyez qu'ils sont assez fous, ces gens-là? Mais nous avons dit, on ne doit rien à personne, on s'est levé et on va aller jusqu'au bout. C'est aux Congolais, s'ils veulent continuer à rêver, à attendre des candidats providentiels, vous allez rêver et vous allez rêver. Je voulais quand même repréciser qu'aucun nom n'a été cité. Moi, j'ai essayé de savoir les noms, parce que c'est important. On est quand même nombreux sur le live. Il y a plus de 2000 personnes qui sont passées sur le live. Et c'est intéressant que les gens savent, mais je pense que c'est pas le plus important de pointer du doigt les noms, mais plutôt de revenir en fait à cette réalité qui dit tout simplement qu'il y a un certain nombre de critères qu'on doit pouvoir respecter. Et reste à savoir si tous respectons cela. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout éligible, hein, malheureusement. Et encore heureux pour moi. Parce que je n'ai pas, en tout cas, cette préparation que vous avez, ce courage que j'admire. Hein, il faut pouvoir le dire. On est de la même génération. Et c'est intéressant quand même de voir des jeunes Congolais qui s'engagent en politique. Je le disais récemment lorsque je parlais
un leader politique, je dirais, congolais. Il disait que la génération, notre jeunesse aujourd'hui doit être en mesure de soutenir aussi les candidats que nous avons. Alors moi, je ne suis pas partisan. Ma démarche et celle de mes camarades est celle de se dire, ok, on a des candidats qui sont là, d'accord, soutenons-les. Tout simplement parce qu'ils peuvent apporter du nouveau. Alors, on va soutenir en fonction justement des projets politiques, en fonction de la préparation. D'autres personnes auront des critères, mais prenons le pas. Commençons déjà à soutenir les leaders de la nouvelle génération parce qu'ils sont justement le futur de demain et que nous aussi, à un moment donné, on aura besoin de ce soutien-là pour toutes les personnes qui s'engagent en politique et pour nous qui sommes des industriels. C'est pas du tout notre domaine, mais on essaie. Canal 242. Oui. Je te coupe pas. Comment pouvez expliquer? L'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et un peuple. Comment pouvez-vous imaginer que ce soit des gens qui, pour certains, à des milliers de kilomètres du Congo, qui commencent à lancer, voilà, un tel notre candidat. Mais est-ce que vous avez pris le pouls du candidat? Ou bien de l'éventuel candidat? Est-ce que vous connaissez ses accointances avec le système, avec le régime? Vous appelez, oui, candidat. Vous êtes en train de perturber les esprits. Vous êtes en train de nuire à certaines personnes parce que il y a ce côté, voilà, il faut expérimenter le côté tribal. Il faut expérimenter le côté régionalisme. Il faut expérimenter le côté, on peut même dire gourmand. Le côté, à la limite, mendiant même. Et ça, il faut que ces mentalités-là, dans le Congo de demain, il faut qu'on arrête. Non, si je suis originaire du coin, il faut que je soutienne seulement un gars du coin. Moi, j'ai soutenu Kolela en 2021. Je ne l'avais jamais connu avant. Mais je l'ai soutenu parce que j'estimais qu'en 2021, parmi tous les opposants que nous avions sur la scène politique, Kolela était le plus armé, le plus outillé. Et ça, c'est fondamental, il faut le dire. Donc, quelqu'un ne sait pas prononcer candidat, mais vous organisez des panels, vous organisez des débats, un tel. Mais il faut que le leader, il faut que l'acteur politique se prononce. Une fois que l'acteur s'est prononcé, ça... non, mais je n'ai jamais vu, je ne sais pas dans quel pays, où je vois, ce sont les... Même Kémy Séba, c'est lui-même qui s'est prononcé. Une fois que vous vous prononcez, et là maintenant, les autres peuvent prendre le relais. Mais vous êtes à des centaines de milliers de kilomètres, vous appelez de gauche à droite. C'est comme si on est perdu. On est perdu, on est en manque de repères et on veut s'engouffrer n'importe où. Et ça, c'est le jeu du pouvoir. Si quelqu'un veut être candidat, il n'a qu'à se déclarer candidat et point barre, on passe à autre chose. J'ai écouté récemment mon frère Riner qui a fait une bonne sortie sur le sujet. On ne va pas être là à obliger, à faire la cour ou bien à exiger à quelqu'un, à forcer aux gens d'être candidats. Est-ce que vous connaissez leur position réelle? Il y a de ces choses qu'on ne peut pas dire sur un panel, sur un live. Mais nous qui sommes ici sur place, on sait que X, Y, Z ne peut pas être candidat face à Sassou. Jamais du tout. Donc tout ce qui se fait, c'est une perte de temps inutile. Concentrons-nous sur l'essentiel. Allons sur les questions de fond. Demain, si les gens se déclarent candidats, réfléchissons sur la candidature unique, fixons les critères. Voilà des choses qu'on doit discuter aujourd'hui. On ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Votre femme n'est pas enceinte, vous êtes déjà là, oui, vous partez acheter la layette, vous partez déjà acheter le berceau, vous partez, mais la femme n'est pas enceinte. Donc, évitons de perdre du temps inutile. Je conseille à ces frères-là de travailler. Ces frères qui font du bruit matin, midi, soir, qui cherchent des occupations à faire. Qu'ils évitent de distraire les Congolais. Les Congolais n'ont plus besoin de la distraction aujourd'hui. Les Congolais ont besoin aujourd'hui de réfléchir sur une stratégie qui va délivrer ce pays. Mais c'est pas en se sac-boutant sur des futilités, sur des niaiseries. Moi, j'appelle ça des niaiseries. Cherchez du boulot, allez-y travailler. Prenez soin de vos familles. Réfléchissez sur de vraies stratégies et épargnez-nous des sujets inutiles. Mais soyons sérieux. Je vois même des comparaisons, oui, Mokoko, Okombi, etc. Ce sont des gens qui se sont affirmés, ils ont pris leur courage, ils ont dit, on est candidat, on est candidat.
Hier, ils ont été avec Sassou, ils ont dit on ne veut plus. Mais les gens qui jouent au jeu, au chat à la souris, au jeu du cache-cache, et vous allez compter sur ces personnes-là, vous allez donner de l'illusion, et à la fin, nous sommes en train de perdre le temps inutile. Toute personne peut se déclarer candidat. Mais je dis ici, c'est le concerné qui doit prendre ses responsabilités. On n'a pas besoin des poltrons qui se cachent derrière les murs, qui se cachent je ne sais derrière quoi, pour lancer des petites piques. Non. Soit on est candidat, soit on ne l'est pas. Point barre. Ça ne sert à rien de tricher avec l'histoire. Nous refusons des acteurs politiques qui trichent avec l'histoire. Et nous refusons aussi ceux qui encouragent, ceux qui trichent avec l'histoire. Voilà, moi je voulais dire ça pour qu'il y ait, pour que les choses soient assez claires. Parce que on voit les gens, candidats, un tel, mais un tel n'est pas candidat. On va discuter de la candidature commune, comment? Pour parler de la candidature commune, il faut d'abord que les gens soient candidats. Il faut que les gens se déclarent. Mais si les gens ont peur de se déclarer. Dans la continuité, mais effectivement, on va aborder ce point dans la continuité. Juste pour revenir sur le silence des candidats, parce que c'est quand même quelque chose, et aussi tous les mécanismes. Peut-être que c'est une stratégie. Après, vous me direz, hein, si j'ai tort. Une stratégie peut-être qui consiste à créer regarde, mon frère, je te le dis, retiens aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2025. Retiens-le. Tout ce monde que vous voyez quand ils sont en train de faire du bruit sur les réseaux là, aucun d'eux ne sera candidat. Bon, le live est enregistré, donc vous le savez. Hein, on va revenir ici, Monsieur Destingavé. Moi, si l'un d'eux est candidat, je vais publier la petite vidéo. Hein. Je serai dans bien sûr, le vert. J'en assumerai. Je suis un acteur politique qui assume ses propos. La rediffusion du live se fera demain, donc à partir de 10h sur la chaîne YouTube, votre canal 242. Donc je vous invite à y aller. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, hein, on a abordé quand même pas mal de sujets avec notre invité de ce soir. C'était spécial élection présidentielle. On continue avec Destingavé qui aborde en ce moment justement la question de la candidature. Finalement, l'importance de se présenter, de s'organiser en présentant un candidat en avance, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de challenges à prendre en compte. Et donc, je relançais Destingavé en disant, c'est peut-être justement une stratégie qui vise à créer l'engouement autour d'un candidat. Et puis à ce moment-là, il va se prononcer. Peut-être que ça marche. Est-ce que vous pensez que ça marche, ça? Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie?